Bon, ouais, bah, parfait. Bon, on va parler un langage qui te scie un peu plus, celui de Shakespeare, si ça te convient. Et Avec grand merci plaisir. beaucoup, JS. Bon, j'imagine, ouais, il reste 2-3 trucs à faire, donc je pense que tu vas nous laisser. Mais peut-être que tu écouteras Samantha à Noël. Oui, sans doute, sans doute. Bon, à bientôt, JS. Courage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, bon, et donc on va passer au sujet d'anglais. Bon, pareil dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous dire comment ça s'est passé. On va essayer d'être complet dans l'analyse, tant que c'est possible d'être exhaustif. Mais voilà, c'était quand même, alors tu l'as dit, classique dans la forme, modulo, quand même pas mal de changements intrinsèques sur l'épreuve. Donc il y avait quand même des choses à dire. Oui, donc classique sur le fond, mais dans la forme moins classique, oui. Puisque c'est la nouvelle épreuve. Après, bon, si on s'est préparé, il n'y avait rien d'extraordinaire dans la forme, ni dans le fond. Mais je pense que c'était voulu aussi, puisque c'était la première année où il y avait ce type d'épreuve. Donc voilà. Et donc oui, la monarchie, donc sujet d'actualité cette année. Alors c'est vrai que ça m'a un peu quand même surprise, cette première question de résumé analytique comparatif. Ouais, alors je vais projeter le sujet, comme ça au moins tu pourras le dérouler. Donc, c'était tout un dossier sur la monarchie. Est-ce qu'on doit garder la monarchie ou pas au Royaume-Uni? Quels sont les défis, etc. Et la première question de résumé analytique, elle portait sur les 2 premiers documents, donc document 1 et document 2, qui sont 2 articles. Le premier article, il a une apparence d'article informatif. Donc, on n'a pas l'impression que le... Attends, je vais les projeter aussi. Je vais mettre l'analyse aussi. Alors, attends, ouais, elle n'est pas ici. Bon, c'est pas grave. Je te laisse commenter. Alors, du coup, oui, le premier document, voilà, celui-ci, The Atlantic. Pardon, je t'ai interrompu, je te laisse. Il n'y a pas de souci. Donc oui, je continue. Donc le premier document, c'est un article de The Atlantic, donc plutôt de gauche. On a l'impression que c'est un article informatif, que le journaliste ne se mouille pas tellement quand on lit l'article. Mais si on analyse bien le vocabulaire et le ton utilisé, on peut se rendre compte que le journaliste est un petit peu ironique. Donc si on regarde par exemple rapidement les 2 premières phrases, dans la première phrase, il y a... non, c'est la deuxième, mais bon. The ancient and beloved queen. Donc, on peut se dire, bon, ancient, ça veut dire qu'elle est liée à la tradition. Beloved, ça veut dire qu'elle est profondément appréciée. OK, c'est le stéréotype un petit peu britannique, quoi. Et si on regarde la deuxième phrase, d'ailleurs, l'étudiant ou l'étudiante qui a envoyé le sujet l'a surligné, « She managed a smile », c'est très, très ironique. Ça veut dire qu'en fait, elle est ancient, ça signifie plutôt qu'elle est très vieille et elle a réussi, après de gros efforts, à faire un sourire. Donc là, on voit bien que le journaliste se moque complètement de la vieillesse et du côté archaïque de la reine. Voilà, donc il nous dit que c'est pas surprenant qu'elle soit morte finalement, puisqu'elle était tellement vieille, etc. Et donc, tout l'argumentaire est fondé un petit peu là-dessus, sur des petits pics ironiques tout au long de l'article. Et le journaliste nous dit que avec la chute de ce symbole qu'est la reine, on n'a plus vraiment d'identité britannique per se au Royaume-Uni. Et il y a un passage aussi intéressant qui aurait pu être réinvesti, alors peut-être pas dans le résumé analytique comparatif, puisqu'il portait sur l'héritage laissé par la reine, mais il y a un passage vers la fin de l'article qui cite Boris Johnson, et en fait, c'est assez subtil dans l'article, mais ça nous amène vers un questionnement sur qui représente l'identité britannique. Est-ce que c'est la reine? Est-ce que c'est le Premier ministre? Et le problème, c'est que la reine, elle est morte à un moment où la politique britannique était très, très instable et fragile. On a eu... Oui, Liz Truss, elle a réussi à avoir 2 monarques en quelques semaines, alors qu'elle est restée quelques semaines à Downing Street. Hein, donc, c'est pas mal. Oui, voilà, c'est ça. Oui, donc elle a pu avoir 2 monarques alors qu'elle est restée 2 semaines. Et puis les premiers ministres, il y en a eu 4 à la suite depuis David Cameron. Donc bon, voilà. Donc instabilité partout. Donc on n'a plus vraiment de figure de leader au Royaume-Uni. Donc c'est un petit peu ça que nous dit l'article, et ça nous amène vers des questionnements sur est-ce qu'il faut instaurer une république ou pas? Est-ce que la monarchie est toujours d'actualité? Voilà. Bon. Et le deuxième document,
nous présente la monarchie sous un angle complètement différent. Et c'est pour ça que je disais que j'étais un petit peu surprise de la question du résumé analytique comparatif, parce qu'il n'y a pas tellement de points de similitude ou de points où l'article 1 et 2 peuvent se raccrocher, puisque les deux, ok, ils parlent de la monarchie, mais le document 2, il parle surtout de l'héritage colonialiste, impérialiste laissé par la monarchie, puisque, on le sait, la monarchie, à l'époque de la Pax Britannica, etc., a développé ses colonies qui sont ensuite devenues le Commonwealth, donc qui sont émancipées sans vraiment s'émanciper, puisqu'elles avaient toujours le monarque à la tête de l'État. Et donc l'article explique que, ok, la reine c'était un symbole d'unité, mais ça cache énormément de choses, et il y a énormément de choses historiques qui sont invisibilisées derrière ce symbole. Donc c'est un petit peu le concept de history from the top et history from the bottom en anglais. Donc history from the top, c'est l'histoire racontée par les riches, les blancs, etc. Et on nous dit donc dans cet article que la monarchie, elle est encore d'actualité seulement parce que on n'est pas sorti de ce concept de history from the top, donc raconté par les perpétrateurs et les colonisateurs. Oui, alors morne, hein, je le prononce très mal sans doute, hein, mais dans le titre du document 2, c'était peut-être pas évident, c'était pleurer, mais dans le sens pleurer la mort de quelqu'un. Hein, c'est un terme qui est pas évident peut-être. Voilà, et donc ça c'est peut-être l'un des seuls, merci de le relever, l'un des seuls points où on peut raccrocher les deux articles, puisque dans les deux articles, il y a cette question qu'est-ce que c'est que le règne? Est-ce que le règne, c'est un concept général, ou est-ce que le règne, il est fait par la reine ou le roi? Bon, dans ce cas-là, la reine. Et du coup, ça me fait penser à toute l'actualité depuis Obama aux États-Unis qui cherche à se demander si la présidence, elle est faite par le président. Et donc là, on a un petit peu cette translation de cette réflexion au domaine britannique avec la reine. Est-ce que le règne est fait par la reine ou pas? Et les deux articles semblent signifier que oui, puisque Charles n'a pas la même aura que Élisabeth, et c'est bien la raison pour laquelle on se demande si on passerait pas à une république aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'était vraiment peut-être un des seuls points qu'on pouvait soulever dans le résumé analytique comparatif de similitude, mais sinon, il fallait bien penser à contraster les deux documents, et surtout peut-être montrer la progression de pensée entre article 1, enfin document 1 et document 2. La reine est un symbole, comme c'est dit dans le document 2, oui, mais ça cache pas mal de choses au niveau de l'histoire et de l'impérialisme. Voilà. Donc, l'écueil à ne pas faire, mais ça, si on s'est préparé, il n'y a pas de souci, c'est de parler du document 1 puis du document 2 sans jamais les comparer. Il faut toujours essayer de les garder ensemble dans les paragraphes qu'on rédige, etc. Voilà. Donc, cette question-là, elle n'était pas surprenante. Il fallait bien garder le thème de l'héritage, legacy. Il ne fallait pas parler d'autre chose, parce qu'il y a quelques autres thèmes qui sont abordés. Bon, par exemple, je parlais de Boris Johnson. C'était pas la peine d'en parler en question 1. Voilà, mais il n'y avait rien d'extraordinaire, à part voir peut-être que dans le document 1, il y avait cette ironie de la part du journaliste. Ouais. Alors j'espère que tout le monde a bien vu, effectivement, jusqu'à hier, je t'ai dit ça, Samantha, il y a des étudiants qui me demandaient sur Instagram, est-ce que le résumé analytique comparatif est sur tous les documents, seulement une partie des documents? Bon, là, ils ont quand même fait l'effort de souligner documents 1 et 2, j'espère que personne n'aura été un peu vite et commencé à comparer tous les documents. Bon, c'est toujours un peu le risque quand une preuve débute, et d'autant plus que la BCE n'a pas toujours été très claire sur les règles précises de cet exercice en tout cas au début de l'année. Oui, après c'est vrai que dans les sujets 0 et dans les corrigés de sujets 0, il y avait des petits commentaires disant que si on parle d'un autre document du dossier vraiment ponctuellement dans la question 1, alors qu'il n'apparaît pas dedans, et que c'est quelque chose de constructif, d'intéressant, ça pose pas du tout problème. C'est juste qu'il faut pas faire tout un développement dessus. C'est ça, exactement. Alors après, il y avait l'essai argumenté. Peut-être, je sais pas si tu veux commencer. On peut commencer par l'essai ou la traduction, comme tu préfères d'ailleurs. On peut commencer par l'essai. On fait dans l'ordre du sujet. Allez, comme les maths. Non, exactement. On déroule. Là, on nous demande de répondre en anglais à la question posée. Là, cette fois-ci, donc c'est 500 mots. Ça, c'est un peu la nouveauté, effectivement, de cette année.
Oui, donc là, c'est un peu plus long que d'habitude. Donc, in your opinion, will the British monarchy survive the current challenges to its existence or not? Et cette question, elle est intéressante parce qu'elle est en 2 articulations finalement. Première chose à faire, absolument définir les termes du sujet. Donc, current challenges, qu'est-ce qu'on entend par là? Les défis actuels. Et là, c'est à la fois l'exploitation du dossier et vos connaissances qui permettent de faire une bonne introduction et de bien définir ces défis. Le mieux, c'est d'éviter d'en faire une liste dans l'introduction, donc essayer de les regrouper par type de défi. Est-ce qu'on parle de défis plutôt économiques? Enfin bon, donner une typologie des défis, donc défis économiques, défis sociaux, etc. Et puis ensuite, dans le développement, on peut essayer de proposer des solutions à ces défis. On peut essayer d'aller un peu plus loin dans leur analyse. Voilà, ce genre de choses. Donc, en ce qui concerne les défis, si on regarde les documents, on a vu premièrement qu'il y avait la mort de la reine et donc le manque de leadership donc, au Royaume-Uni dans le document 1. Dans le document 2, on voit que c'est plutôt un problème historique. Est-ce qu'on va adopter des politiques de réparation? Comment on peut faire? Dans le document 3, on n'a pas tellement de défis, mais on peut supposer on nous dit que la monarchie est un petit peu archaïque et qu'elle est là installée depuis longtemps et qu'elle ne s'est pas renouvelée, puisque c'est un article du Monde diplomatique sur la pérennité finalement de la monarchie. Mais par contre, si on compare ou si on lit le document 3 à la lumière du document 4, on peut en tirer des choses peut-être plus intéressantes, puisque le document 4, c'est un sondage sur doit-on garder ou pas la monarchie. Et comme il y a des statistiques dans le document 3, donc dans l'article du Monde diplomatique, Oui. On peut comparer les statistiques de cet article avec les statistiques de YouGov, qui est l'institut de sondage officiel, voilà. Et on peut voir que, ok, globalement, les pourcentages cités dans l'article du Monde, donc alors le Monde dit 22%, ici on a 25% qui sont pour l'abolition de la monarchie. Bon, le Monde dit que c'est pas beaucoup. Ok. Le Monde diplomatique, c'est ça, hein, oui, le Monde diplomatique, pardon, dit que c'est pas beaucoup. Ok, mais si on regarde dans le détail, on se rend compte que les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir l'abolition de la monarchie. On se rend compte qu'en Écosse, il y en a de plus en plus aussi qui veulent l'abolition de la monarchie. Et on se rend compte également qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas et qui n'ont pas d'opinion. Donc ceux qui veulent garder la monarchie, ils sont pas si nombreux que ça non plus, finalement. Ouais. Voilà. Donc, bon, on peut jouer sur l'interprétation des statistiques. Et puis, dernier document, c'est un document publicitaire sur ce republic.org.uk, donc le républicanisme. On veut changer de système et abandonner cette monarchie constitutionnelle. Et ce qui est intéressant ici, c'est le hashtag qui montre que c'est un mouvement qui se déploie notamment sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on peut parler de ça également. Notamment, exploiter ce document 5 pour expliquer que, en effet, la monarchie est un petit peu archaïque, ancienne, associée au passé, et qu'aujourd'hui, le digital ne fait pas tellement partie de la vie du monarque. On peut aussi, du coup, exploiter nos connaissances personnelles, donc sur le coût de la monarchie qui n'est pas spécifiquement mentionné dans les articles du dossier. Pourtant, la monarchie, alors encore dépendant des sources, mais la monarchie, elle coûte cher au Royaume-Uni. Si on regarde la BBC, elle nous dit que la reine coûte 86 millions de pounds par an. Ce qui équivaut à 1,30 pounds par Britannique. Ouais.
Donc on peut argumenter sur le coût de la monarchie, on peut essayer de trouver des solutions, on peut comparer avec d'autres monarchies. Par exemple, au Danemark, la monarchie, elle est beaucoup plus appréciée qu'au Royaume-Uni, donc on peut apporter des connaissances sur la géopolitique et le monde dans son intégralité, ça peut être valorisé par un correcteur. Donc au Danemark, oui, la monarchie est beaucoup plus appréciée parce que la reine n'est pas placée sur un piédestal. Elle prend son vélo tous les jours et elle croise ses sujets dans la rue en vélo tous les jours. On ne lui donne pas d'argent, elle n'est pas idéalisée comme c'est le cas au Royaume-Uni. C'est une raison pour lesquelles la monarchie est beaucoup plus appréciée au Danemark. Donc on peut faire ce genre de comparaison dans l'essai argumenté. Dans le développement, une fois qu'on a posé finalement les définitions. Il y a aussi l'idée de scandale qui n'est pas mentionné dans le dossier, donc tous les scandales, Meghan Markle Oui, ça, je pense que et Harry, bon voilà, ça on peut les mentionner également. Donc ici, l'idée, ce serait de faire un plan plutôt thématique sur... différentes typologies des challenges, en fait. Quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais de donner une typologie des challenges, des défis, dans l'introduction pour ensuite pouvoir amener un plan typologique qui répond à chaque typologie de défi et qui ne fait pas effet liste, quoi. Donc, bien penser les articulations entre les parties, ça peut être intéressant. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'il fallait être vigilant au fait que c'était les challenges, enfin les défis actuels relatifs à l'existence même de la monarchie. C'était pas les défis, ah oui, la crise écologique, la crise économique. C'était vraiment intrinsèquement les défis que rencontre la monarchie aujourd'hui et le fait qu'elle soit effectivement contestée par une certaine partie des Britanniques. Voilà. Ouais, voilà. Bon, après, les documents parlaient que de ça, donc a priori... Oui, les documents parlaient que de ça. Alors après, ce qui pouvait être intéressant aussi, puisque dans le document 1, il parlait de l'engagement de Charles vis-à-vis de l'environnement, de la question de l'environnement et de la protection de l'environnement. Ouais. Il pouvait être intéressant de critiquer un peu les documents pour montrer qu'on arrive à se détacher du document. Donc dans le document A, on nous disait que, ok, Charles, il était engagé vis-à-vis de l'environnement, mais que ça ne changeait pas grand-chose à la perception que les gens avaient de lui. On peut discuter ça puisque on a des statistiques qui montrent que les générations relativement jeunes sont intéressées par la question de l'environnement. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On peut utiliser nos statistiques de cours pour critiquer les documents et montrer qu'on a de l'esprit critique. Absolument. Alors, 3 petites questions avant de passer du coup à la traduction. Donc, RIP la version, hein, ça vous vous souvenez, il n'y a plus de version maintenant, il n'y a plus que... Oui. Donc, NF qui nous demande, j'ai une question hypothétique, j'ai jamais trouvé la réponse. Que se passe-t-il si on ne fait pas le nombre minimum de mots dans l'essai? On a 0 sur tout le sujet ou uniquement sur l'essai? Bon, déjà, on a 0 ni sur tout l'essai, ni sur le sujet. Hein. On a moins de points. Non, alors il y a une pénalité, mais le correcteur lit quand même les arguments qui sont présents. Ouais. Donc oui, c'est ça. Après, la pénalité, je crois pas qu'il y ait un barème précis, mais enfin, t'es pénalisé, mais si tu as fait 400 au lieu de 500, t'as loin d'avoir 0. Quoi. Oui. Ouais. Oui. Donc rassure-toi, si c'est ton cas. Maëlys qui nous dit, concernant la syntaxe de la question, qu'est-ce qu'on pouvait en faire ressortir, surtout concernant la fin de celle-ci? C'est c'est peut-être ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire, enfin, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est l'idée que c'était, la syntaxe, je sais pas, mais en tout cas, il fallait bien, effectivement, cadrer le sujet sur les défis intrinsèques à la monarchie et pas les défis britanniques de manière générale. Oui, comment la monarchie doit répondre à ça. Oui, et alors aussi, pour la syntaxe de la question, parce que c'est une question intéressante. En effet, c'est une question à polarité, c'est une question fermée, on répond par oui ou par non. Et donc, on attend du candidat qu'il prenne parti, quoi. On ne peut pas rester entre les deux, et l'idée, c'est d'argumenter, quoi. Oui, tu as raison. Oui, je pense que c'était ça la question. C'est pour ça qu'il y a le « or not » à la fin. Ouais, voilà. Oui, ça. Tu as une alternative. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas, quoi. Ouais. Bon, même si la question de la réponse est peut-être un peu nuancée, on nous demande clairement de prendre parti. Vilfredo, oui, dans le sujet 0 et les conseils de l'épreuve, il semble qu'on pouvait convoquer les autres documents. Voilà, donc ça, c'est ce que disait Samantha. Ouais. Et Adrien qui nous demande faire une première partie sur le lien entre la période de difficulté économique actuelle et la remise en cause de la monarchie, vu comme un fardeau pouvait être intéressant. En tout cas, oui, c'est sûr que les deux sont concomitants. Mais du coup, il fallait bien les relier. Enfin, je ne sais pas si tu en penses, Samantha, mais il fallait bien les relier, sinon expliquer le lien. Oui, il fallait bien expliquer le lien entre pourquoi est-ce qu'on adopte un point de vue économique, expliquer les coûts de la monarchie, donner leurs origines. Voilà. Dire, c'est ça, il y a le taux de pauvreté, enfin, la part de population sous le seuil de pauvreté a explosé.
bon, est-ce que ça vaut le coup vraiment de payer presque 100 millions de pounds par an pour que la reine, Ouais. ah bon, là je suis volontairement provoquant, mais pour que la reine puisse un peu se pavaner, quoi. Milan qui nous dit, si on n'a pas eu le temps de compter les mots, mais qu'on a mis une approximation, il y a des points malus ou pas? Alors là, je sais pas si les correcteurs prennent le temps de relire et recompter tous les mots. Je Ouais. sèche un petit peu sur cette question. Ouais, c'est vrai, il faudrait demander à un correcteur. Après, je sais pas si on a des consignes précises sur ça. Bon, le nombre de mots est quand même surtout là pour donner un cadre et je pense qu'ils sont Oui. pas 10 mots près. C'est pas comme la contraction de texte, par exemple, bon, qui n'existe plus, je l'ai dit, mais ou la synthèse de texte, où là, ils sont très, très, très pointilleux. Je pense qu'ils le sont un peu moins, a fortiori, si vous faites un peu trop de mots. Mais bon, enfin, je pense que malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, c'est un peu du bon sens et à l'appréciation du correcteur, quoi. En tout cas, Oui, si on voit que c'est assez long, voilà quoi. oui, à ma C'est connaissance, il y sûr a que si ça a pas. l'air vraiment court et qu'il y a Ouais. écrit 500 mots, peut-être qu'on va compter, mais Ouais, c'est clair. Oui, oui, non, mais bon, tu seras peut-être très légèrement pénalisé, c'est même pas sûr. En tout cas, beaucoup moins que la synthèse. Pour le coup, la synthèse, faut faire gaffe. Ouais, voilà, bah, c'est ce que dit Alexis. Voilà, mon professeur est correcteur. Si c'est un problème visible qu'il compte, sinon, voilà, en fait, ce qui compte, c'est est-ce que tu as dit des choses intéressantes, est-ce que les arguments sont bons, est-ce que tu as l'air d'avoir à peu près répondu dans les 500 mots impartis, quoi. D'ailleurs, oui, il donne une fourchette de plus ou moins 10%, ce qui est quand même déjà relativement large, hein, ça fait 100 mots d'écart. Ok pour ça. Et donc ensuite, last but not least, comme on dit, outre-Atlantique ou outre-Manche, on nous demandait du coup de traduire voilà, le texte donc, du français vers l'anglais. Donc ça, c'était le texte du Monde Diplo, c'est ça? oui, c'est ça. Alors, je vais retrouver ça. Paf, paf, paf. Il est où? Voilà, c'est ça. Donc là, bon, alors il fallait peut-être avoir ça en tête. Le Monde Diplo, c'est très, très, très à gauche. Bon, après, là, c'est de la pure traduction, donc c'est moins important. Mais c'est toujours sympa de savoir à qui on a affaire, en l'occurrence. Et donc, c'est Oui. un texte de décembre 2020. OK. Alors, où est-ce que ça commençait, du coup, Samantha? Alors ça commence au tout début, c'est là où il y a le premier crochet Ah, il y et aura un ça mois. s'arrête au deuxième crochet Voilà. remontant. OK. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Donc ici, cette traduction, elle a un petit, c'est journalistique, mais elle a un petit twist littéraire par moment. Voilà, on commence avec un participe présent, ayant arpenté les rues en liesse de Londres, Bah, ça, etc. c'est du Donc Monde Diplo dans toute sa splendeur. voilà, il y a des petits mots de vocabulaire qui peuvent perturber parce que ça vient du monde diplomatique, parce que voilà, il y a ce côté journalistique up, si je puis dire. Ouais. Mais en soi, à part ces deux, trois mots, deux, trois formulations un petit peu originales, bah, c'est une traduction classique. Il faut faire attention en fait à la grammaire fondamentale, notamment les temps, parce que là, il y en a beaucoup dans ce passage, des temps différents. Le premier paragraphe, il est au passé. Et puis ensuite, on a même du passé, donc du plus que parfait français, qu'il faut traduire en anglais. Et puis ensuite, on passe à du présent dans le deuxième paragraphe, mais il y a des bilans, donc c'est pas du présent toujours simple, c'est du present perfect, etc. Donc il y avait moyen de se tromper sur les temps si on faisait pas attention. Donc ça, c'est le plus gros écueil. Je trouve qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire difficiles, il y a des temps dans tous les sens, il y a des expressions pas si évidentes, même des trucs bêtes, l'Allemagne nazie, attends, c'est comment déjà? Enfin, ouais, franchement, c'est dur, trouver un badaud pour clamer que le moral de la nation. Ouais, franchement, je trouve ça dur. Ok. Alors, à mon avis, c'est surtout parce qu'il y a vraiment des moments durs comme ça où il y a du vocabulaire difficile. Ouais. Donc, le début, la première phrase qui perturbe, puisque c'est la première. Ouais, en plus. Mais sinon, après, il y a toujours moyen, quand il y a ces mots difficiles, par exemple, arpenter. Ok, on ne sait pas dire arpenter, on dit walk. Oui, oui, non, mais bien sûr. Voilà, donc on peut traduit quand un même. peu. Ouais. Voilà, c'est pas des choses trop compliquées à traduire parce qu'il y a des fois dans des traductions, on peut ne même pas comprendre le texte en français, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Oui, enfin, même bon. badaud, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que ça veut dire, un badaud quand même. Ouais. Mais ayant arpenté, ouais, alors comment tu t'en sors un peu de manière élégante sur cette première phrase?
Alors cette première phrase, Pas forcément mot pour mot, mais au moins le donc début, l'idée un peu. ici, oui, ici on peut garder le participe présent. Alors arpenter, soit on dit walked et on prend le risque d'avoir une sous-traduction, soit on dit survey, puisque ce sont des sociologues, si on lit la phrase en entier. Donc, having surveyed the streets of London in jubilation, donc en liesse, en pleine jubilation, voilà. On the day of the Queen's coronation in 1953, sociologists Michael Young and Edward Shills called the event a great act of national communion. It was meaningful, they wrote, as it was not an individual but a collective experience, uniting thousands of families in a popular fervor, etc. Ouais, ok. Ouais, En d'accord. fait, on reste proche du texte au niveau de la... Il y a quelques petits soucis de syntaxe auxquels il faut faire attention, comme écrivait-il. On a moins tendance à faire des inversions sujet-verbe en anglais, donc on prend pas le risque de le faire. On garde, même si c'est le monde diplomatique, c'est pas un effet de style en anglais que de faire l'inversion sujet-verbe. En général, on garde sujet-verbe dans le sens sujet-verbe. Oui. Donc, they wrote, Oui, ce genre de choses. Ouais. Allemagne nazie, du coup, ouais, je l'avais mentionné. Comment tu t'en sors? Nazi Germany. Ouais, il n'y a rien de bizarre, ok. Sans l'article au début. Voilà, oui. Ouais. Alors, oui, merci de le souligner aussi. Il y avait des petits pièges, entre guillemets, sur les articles. Fallait faire attention à l'article devant les sociologues, justement, à la première phrase, là, sociologists Michael Young and Edward Shills. En fait, on ne met pas the sociologists, puisqu'il y a leur nom après, donc c'est déjà spécifique. Oui. Voilà. Ce serait une faute de mettre le the. Et pareil sur les pickpockets, donc juste après l'Allemagne nazie, l'air vibrait de chaleur humaine. Même les pickpockets avaient cessé le travail. Là, en français, le lait, même si ce passage, malheureusement, il est hors contexte, le lait, il montre quelque chose de défini, de spécifique, et donc il faut absolument garder un the en anglais, puisqu'on n'a pas des. Oui, even the pickpockets. Ouais. Ouais, après, oui, il n'y avait rien d'incroyable. Aujourd'hui, les unités se creusent, bon, ça va. De Britanniques sur 3. En plus, là, il n'y avait pas de confusion sur les majuscules, parce qu'elles y étaient en français, donc évidemment, elles y étaient aussi en anglais. Ouais. Ouais. Après, petit conseil éventuellement, comme c'est des phrases un peu longues, ne pas prendre de risques et toujours garder des pronoms relatifs pour pas faire de rupture syntaxique. Ça peut être une bonne idée. Par exemple, je pense à la phrase une ferveur populaire rappelant la célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie, là, qui est dans le premier paragraphe. Ouais. On peut dire soit a popular fervor reminiscent of the celebration, ou alors on peut dire a popular fervor which was reminiscent. Et peut-être que là, les which was, which were, enfin les pronoms relatifs, quoi, les which clarifient la syntaxe et rendre le travail de traduction plus simple. Voilà. Donc, pour les prochaines épreuves, si vous les faites, pensez-y. Et puis oui, il y avait aussi quelques moments où on pouvait faire des recatégorisations de catégories grammaticales, notamment la phrase « Il régnait un esprit de fraternité », par exemple. Donc, je crois que c'est encore dans le premier paragraphe. Oui. Ici, le verbe en anglais « to reign », on a un « there », donc on a une structure existentielle. On est obligé de mettre « be » après. Donc, « there was a spirit of brotherhood », mais ce serait sous-traduit puisqu'on a régné en français. Donc, on a le style un petit peu monde diplomatique. Et donc, là, on peut transformer le régner en adjectif. There was a prevailing spirit of brotherhood, par exemple. Et donc, prevailing, il est recatégorisé en adjectif et on garde du coup le ton et le vocabulaire spécifique du journaliste. Oui, c'est ça. Parce qu'on pouvait pas dire, on pouvait pas utiliser le verbe to reign ici. C'était un peu. Oui, puisqu'on a la structure en there. Donc, alors soit on réorganise toute la syntaxe, mais c'est dommage, on s'éloigne du texte source.
Ouais, oui, c'est ça. Alors que, ouais, un adjectif pour muscler un petit peu ce verbe être, enfin, ce verbe to be, c'est bien, quoi. Oui. Ok. Et puis bon, il y avait quelques petits pièges aussi sur les prépositions, avec la phrase des pickpockets, par exemple. Les pickpockets avaient cessé le travail. On ne peut pas dire « The pickpockets had stopped to work », puisque là, ça voudrait dire « ils se sont arrêtés pour travailler », dans l'objectif de travailler. Oui. Ils marchaient et ils se sont arrêtés, quoi. Oui. Donc, on est obligé d'utiliser un ing. They had stopped working. Ok. Mais Voilà, oui, il ce fallait genre. bien marquer le plus que parfait, enfin, les deux Oui, ici, on a le plus que parfait, donc plus perfect en anglais, en plus. Donc, il y a les difficultés s'accumulent finalement dans ce Ouais, c'est vrai qu'il fallait. passage. Ouais. Je suis d'accord. Non, franchement, je trouve ce texte relativement dur. Ok, bon, bah, très bien. Je sais pas si d'autres questions. Il y a, il y a Clara qui te fait un petit coucou. Je sais pas si tu veux lui faire un coucou également. Coucou. Visiblement, que Coucou tu as Clara. l'habitude de coller. Donc voilà. Et bah, très bien, je pense que c'est bon. Et non, ouais, bah, Famunjo, pour répondre à ta question, c'est du niveau C1, bah, enfin, c'est du niveau que tu veux en quelque sorte, hein, ça dépend de ce que tu fais de ta copie, mais Oui, oui, bah, c'est un concours. c'est un concours et on attend d'un candidat de prépa de bon niveau qu'il ait un niveau C1, donc on va dire que c'est le niveau C1. En tout cas, du moins LV1. Alors, ça, c'est une question intéressante quand même de Mickaël, on va la poser. Est-ce qu'on peut défendre qu'une thèse tout au long de l'essai? On nous demande de prendre parti après tout. Oui, on nous demande de prendre parti. C'est un essai inspiré des essais anglophones, donc ça pose pas de problème de défendre une seule thèse tout au long de l'essai tant qu'elle est argumentée. Voilà. Et Oui. tant que celui qui rédige, il est quand même au courant aussi des arguments inverses, mais enfin, voilà. Tant qu'ils sont pris en compte et que c'est argumenté, l'idée c'est même de défendre qu'une seule thèse. Oui. On peut pas. C'est une mauvaise idée de faire thèse, antithèse, synthèse comme plan. C'est ça. Et puis en plus, tu peux dire effectivement en anglais, moi je pense que, et donner ton avis éminemment subjectif, ça c'est pas du tout un problème. Mais par exemple, là je regardais, je l'ai plus exactement en tête, le sujet de culture générale Audencia, donc c'était le sujet qui était donné aux ECT par exemple cette année. Donc ça c'est en philosophie. Hein. Là c'était aussi une question. Alors qu'est-ce que c'était déjà la question? Je vais essayer de retrouver ça, je me souviens plus. Je vais retrouver ça sur Major Prépa. Oui, voilà, le monde est-il assez grand? Donc, bon, bah là, pour le coup, il fallait pas juste dire oui ou non, non, ça c'est une certitude. Mais effectivement, dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus fréquent. Ok, alors. Bon, ça, on a déjà répondu du coup sur le mot exact, c'est pas gravissime. Pas gravissime, bon, pas bien, mais pas gravissime, c'est pas autant que la synthèse de texte. Voilà, et ben on peut peut-être conclure avec quelques ultimes conseils. Peut-être il reste les langues. Alors il reste la LV2 déjà d'une part, parce qu'il y en a évidemment qui n'ont pas passé l'anglais LV1 mais qui passeront l'anglais LV2 demain. Et puis il y a aussi les épreuves Vienna. Je ne sais pas si tu as un petit mot d'ordre conclusif à transmettre aux candidats, Samantha. Alors, c'est conseil conclusion, reposez-vous, voilà, oubliez les épreuves du jour, pensez à ce qui va se passer demain, et puis réveillez-vous en forme, voilà, sans penser à ce qui s'est passé la veille, que ce soit bien ou mal, voilà. Et puis en ce qui concerne les langues, bah, si vous avez envie de vous vider l'esprit, n'hésitez pas à regarder une série dans la langue que vous passerez demain, ce soir. En conjoint de l'utile à l'agréable, épisode, pourquoi pas. Voilà. De The Crown, par exemple. Voilà, pour se vider la tête. C'est de bon ton, apparemment, cette année, la monarchie. Donc, pourquoi pas. Bon, ils vont peut-être pas la remettre en LV2, mais oui. Qui sait. Bon, on verra bien. L'avenir nous le dira assez vite. Parfait. Merci beaucoup, Samantha. Merci à tous d'avoir regardé. Ah oui, justement, on a la question. Je l'affiche. Est-ce que le sujet tombé en LV2 peut tomber en LV1 Oui. Oui. Alors, c'est rare. Enfin, j'ai pas d'exemple récent où c'est le cas. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas les mêmes concepteurs d'une épreuve à l'autre. Et je ne suis pas sûr qu'ils se concertent. Donc, oui, ce serait une coïncidence, quoi. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, a priori, il n'y a pas de corrélation entre les épreuves. Voilà. Jean-Sébastien, il aurait pu nous calculer la probabilité, mais je ne peux pas. Là, il faudrait faire une formule de proba totale, mais bon, on a un peu la flemme parce qu'il est 20h passé. Très bien. Bon, allez, sur cette petite boutade, merci à tous d'avoir regardé ce live. Bon courage surtout pour demain. On se retrouve, comme d'habitude, en fin d'après-midi pour débriefer les différentes épreuves de la journée. Et